Bonjour, je m'appelle Alix et je suis psychiatre addictologue. Aujourd'hui, on va parler de l'addiction, comment est-ce qu'elle s'installe, l'addiction à l'alcool. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool est un toxique qui passe la barrière hémato-encéphalique et qui donc va venir perturber la transmission des messages neuronaux dans le cerveau, notamment dans ce qu'on appelle le circuit dit de la récompense, le circuit mésolimbique. La barrière hémato-encéphalique est un filtre entre le sang et le cerveau. Il y a des substances qui n'ont pas, pour le bon fonctionnement du cerveau, qui n'ont pas à être dans le cerveau. Donc la barrière hémato-encéphalique, hémato-sang et encéphalique-cerveau, joue ce rôle de filtre. Or l'alcool, lui, il arrive à passer cette barrière et va donc devenir toxique dans le cerveau en perturbant l'équilibre de différents neurotransmetteurs. Donc une fois dans le cerveau, l'alcool il va agir sur toutes les aires et tous les différents neurones du cerveau. Nous, là, pour le développement de l'addiction, on va surtout parler du circuit mésolimbique, qui est le circuit dit de la récompense ou alors dit de la motivation. Mais pour ça, je crois qu'il y a des infos disponibles dans le lien en bas. Oui, exactement. Donc, un des neurotransmetteurs importants du circuit de la récompense est la dopamine. Et le circuit de la récompense, lui, il s'active lorsque on ressent une expérience positive, que ça soit un sentiment de bien-être, d'euphorie, de plaisir, ou alors quand on ressent un soulagement d'un sentiment négatif. Donc ça peut être un soulagement de l'anxiété, de la tristesse. Et donc là, dans ces cas-là, le circuit de la récompense s'active et va libérer de la dopamine. La dopamine va permettre d'enregistrer cette expérience comme agréable ou moins désagréable et va garder en mémoire cette expérience en faisant attention aussi au contexte, avec qui on est, quelle heure c'est, où est-ce qu'on se trouve. Le circuit de la récompense, il sert à permettre à l'espèce humaine de survivre en répétant des actions importantes pour nous, surtout des actions qui nous font plaisir, quand on aime bien manger, on aime bien rire. Et donc le cerveau va va apprendre que ces moments-là sont plaisants et donc on va vouloir les répéter. Or, l'alcool, lui, il est vachement plus puissant qu'un neurotransmetteur naturel et il va libérer beaucoup plus de dopamine que ce qu'une expérience naturelle comme rire entre amis ferait. Donc on a plein de dopamine là, qui se libère dans le cerveau et donc ça va faire vraiment un chamboulement pour le cerveau qui va être plus sensible à cet apprentissage. Et donc plus sensible à cet apprentissage, ça veut dire qu'il va faire attention au contexte, avec qui on est, où, quand, comment, et qu'il va vouloir répéter cette expérience qui nous a fait du bien, au moins au début. En répétant les mêmes consommations avec les mêmes effets, le cerveau il va petit à petit apprendre que l'alcool égale cette récompense, et avec toujours tant de niveau de dopamine libéré, et il va même à force de cet apprentissage, le cerveau il a besoin, pour fonctionner, pour économiser de l'énergie, d'apprendre des raccourcis. Et donc à un moment donné, il va se faire le raccourci alcool égale récompense, et il va même y avoir de la libération de dopamine en anticipation. C'est-à-dire avant même de consommer, juste l'idée de savoir qu'on va consommer, ça va avoir cette libération de dopamine. Et donc ce qui peut donner parfois l'impression que le cerveau va réclamer l'alcool, c'est ce qu'on peut appeler le craving. C'était clair ? C'était très clair. Ok. Une des définitions du craving est qu'il s'agit d'une envie irrépressible, involontaire, donc il n'est pas question de la volonté, et incontrôlable. On n'a pas le contrôle sur cette envie. Donc le craving est une envie incontrôlable, involontaire et irrépressible de consommer de l'alcool, alors même qu'on n'en a pas envie là à ce moment-là. Parce que c'est pas le moment, on n'est pas dans le bon état d'esprit, il y a d'autres choses à faire, etc. Et donc il y a même des personnes qui décrivent le craving comme une expérience douloureuse, parce que c'est un peu comme une bataille interne entre une partie du cerveau qui dit alcool, 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 bière, 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 et une partie qui dit mais en fait j'en ai pas envie, c'est pas le moment, ou j'ai décidé d'arrêter, donc en fait je n'ai pas envie de consommer cette bière. Et donc il y a comme une bataille interne entre ces deux messages envoyés dans le même cerveau, et ça peut être très douloureux à vivre. On dit que le craving, il passe généralement entre 15 à 20 minutes maximum. Donc ça passe, certains
le métaphorise avec comme une vague. On le sent qui va arriver, puis on va surfer sur la vague du craving. Le craving peut arriver plusieurs fois par jour et peut avoir des intensités différentes. Ce qui est difficile aussi, c'est que donc il y a le craving, cette envie incontrôlable, involontaire de consommer, qui est là. Et en plus, l'alcool étant un toxique, comme on l'a dit tout à l'heure, il va agir sur différentes aires cérébrales, notamment l'aire du contrôle, qui est le cortex préfrontal. Ce cortex préfrontal, c'est la zone de contrôle, donc c'est la zone de contrôle et de jugement, c'est celui qui va nous permettre d'agir ou au contraire d'inhiber certaines actions. L'alcool agit aussi sur cette zone-là et l'altère. Et donc une personne qui consomme de l'alcool a moins bon jugement et un moins bon contrôle sur ses actions. Et donc on a ce cortex préfrontal qui est en partie chamboulé par l'alcool, avec le craving qui vient envoyer des signaux forts. Et donc il peut y avoir cette perte de contrôle des consommations. C'était clair ? C'était clair. C'était clair ? Ça veut dire que c'est pour ça que les gens qui sont bourrés, ils font que des conneries en fait. Ouais. Ouais. Et que quand on boit beaucoup d'alcool, on a tendance à être plus impulsif, prendre des décisions erratiques, ce genre de trucs. C'est ça. La perte de contrôle des consommations, c'est en gros continuer à consommer alors même qu'on n'en a pas envie, alors même qu'il y a des conséquences négatives. Les conséquences négatives, elles peuvent être financières, sociales, ça peut être des remarques sur les amis qui nous invitent moins souvent à aller au bar, moins souvent à aller en soirée, moins souvent tout court. Des conséquences familiales, des conséquences professionnelles aussi, ça peut être des retards par exemple. Il y a aussi évidemment des conséquences somatiques, donc médicales en termes, ça peut être sur le foie, sur les nerfs, sur le cerveau, mais aussi des conséquences psychiatriques. On sait que l'alcool est un fort dépressiogène, donc il peut entraîner pas mal de dépression, d'anxiété aussi, et de troubles du sommeil. Et donc la perte de contrôle, c'est continuer à consommer alors même qu'il y a toutes ces conséquences qui apparaissent et qu'on sait pour notre santé, pour nos relations sociales, pour notre travail, qu'on ferait mieux d'arrêter. Mais en fait, on n'y arrive pas. On ne peut pas. Donc là, on vient de voir 3 choses importantes. Le craving, la perte de contrôle des consommations et l'apparition de conséquences négatives. Et ça va être 3 axes qui vont nous permettre de définir ce qu'on appelle l'addiction ou trouble de l'usage. Trouble de l'usage, addiction, dépendance à l'alcool, tout ça c'est un peu la même chose, c'est juste différents niveaux de langage. Du coup aujourd'hui l'addiction elle est définie selon 11 critères. Et pour avoir une addiction, il faut en avoir au minimum 2 pendant une période de plus de 12 mois d'affilée. Ces 11 critères, on peut les mettre en 3 catégories différentes. Perte de contrôle, conséquences négatives, craving et conséquences physiques. Alors je vais lire ma feuille parce que je ne les connais pas par cœur. Parmi les critères perte de contrôle, on a des consommations répétées d'alcool conduisant à l'incapacité de remplir des obligations majeures, que ce soit au travail, à l'école ou à la maison. Une consommation répétée d'alcool dans des situations où cela peut être physiquement dangereux, par exemple conduire. 4. Que l'alcool est consommé en quantité supérieure ou pendant plus de temps que ce qu'on avait envisagé au départ. 5. Qu'il existe un désir persistant ou des efforts infructueux pour réduire ou contrôler la consommation d'alcool. 6. Qu'il y a un temps considérable consacré à se procurer, consommer, récupérer ou même juste penser aux effets de l'alcool. Donc 6. Qu'il y a un abandon ou une réduction des activités sociales, occupationnelles ou de loisirs parce qu'on passe trop de temps à penser ou à consommer de l'alcool. Et 8, poursuite de consommation d'alcool malgré un problème physique ou psychologique. Il y a ensuite le critère craving, donc il existe un craving ou un désir urgent de consommer. Et il y a ensuite 2 critères qui sont liés à la dépendance physique. Donc il y a la tolérance, qui est le besoin de consommer plus pour avoir les mêmes effets, et l'apparition de symptômes de sevrage à l'arrêt ou à la réduction des consommations. Donc ça fait 11 critères. Et pour avoir une addiction, il faut en avoir au moins 2 pendant une période de plus de 12 mois d'affilée. Et après, il y a évidemment des degrés de sévérité différents en fonction du nombre de critères que l'on coche. Pour ce qui est des symptômes physiques, on vous prépare une petite vidéo qui sera diffusée ma mère, maman droit jeudi prochain. Et surtout, si vous avez le moindre doute ou en cas de symptômes d'une addiction, il ne faut vraiment pas rester seul. Il faut savoir déjà que vous n'êtes vraiment pas tout seul, il y a beaucoup de gens qui en souffrent aussi.
Donc n'hésitez pas à aller sonner à la porte d'associations, de médecins traitants, de professionnels de santé, d'aller chercher aussi sur les ressources comme Alcool Info Service. Voilà, ça va être un premier pas pour pouvoir vous orienter sur quelle serait l'aide la plus utile pour vous à ce moment-là. Il faut savoir aussi qu'il y a certains médicaments qui peuvent être prescrits par les professionnels de santé pour aider ou à gérer les symptômes de craving ou à gérer les conséquences négatives, par exemple à aider à diminuer les conséquences, ça peut être sur le foie, sur le sommeil, et notamment, moi je pense aussi beaucoup aux conséquences psychologiques, donc aider à réduire tous les troubles dépressifs et anxieux qui peuvent survenir ou en tout cas être aggravés par les consommations d'alcool. Et voilà, donc il peut y avoir certains médicaments, mais aussi des prises en charge non médicamenteuses pour tout ça. Bon, comme on le faisait remarquer, l'addiction à l'alcool, ça peut toucher beaucoup de monde. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux. Et je trouvais une petite chose que moi je trouvais intéressante, notamment la chaîne YouTube Ivre de Vivre, qui est proposée par une jeune femme qui a un passé d'addiction et qui en parle assez librement, avec des vidéos très, très complètes, j'ai trouvé, sur le sujet. Que ça peut être vulgariser les informations scientifiques, mais aussi aider à préparer une soirée sans alcool. J'ai trouvé ça très malin. Il y a tout ce qui est pour chercher des infos plus neurobio. Je trouve les vidéos de MAD Digital plutôt bien faites. Après, moi j'aime beaucoup écouter les podcasts, et là on en trouve pas mal. Donc je peux citer entre autres Les mots bleus, Addiction ou Tous accros encore. Il y a aussi les vidéos que tu avais fait précédemment sur les 5 outils qui peuvent aider à gérer la consommation d'alcool, que je trouvais très bien. Et là, il y a une nouvelle app, je ne sais pas si elle est si nouvelle que ça, en tout cas moi je l'ai appris son existence récemment, une nouvelle... Putain, j'arrête pas de le dire, c'est ouf. Une appli ? Et il y a aussi une appli qui existe, Ose Ensemble. Moi je la trouve plutôt bien faite, donc il y a un petit calendrier pour suivre les consommations. On peut mettre qu'on a bu, pas bu, mais aussi combien on a bu, pour avoir aussi un visuel. Et il y a aussi par exemple la vue des gains, sur savoir combien est-ce qu'on a économisé d'argent à ne pas consommer ou à consommer moins qu'avant. Il y a plein d'activités qui sont proposées pour en savoir plus sur l'addiction à l'alcool et comment essayer de réduire ou d'arrêter. Il y a aussi un onglet santé avec différents articles et une prise de rendez-vous avec un professionnel de santé qui peut être possible. Donc le Dry January, c'est une belle opportunité que vous offrez à votre cerveau. C'est un mois de contrôle des consommations, un mois sans alcool pour qu'il y ait plus de récupération neuronale, un meilleur sommeil, un meilleur moral. Voilà, n'hésitez pas. Abonnez-vous à Plus Belle la Nuit. Non, on s'appellera Keps à ce moment-là. Abonnez-vous à Keps. Activez la cloche. Oui, parfait. Allez, top. On a fait combien de temps? Wow. On va en rester 5 minutes. Non, il va en rester 10.